Ce webinaire, il va porter sur comment animer un débat et quels enjeux. Je vais me présenter, moi je suis Enola Jouni, je suis stagiaire à l'Art des connaissances, je suis actuellement en deuxième année de master. Et avec moi va intervenir Florence Malka, si tu souhaites te présenter. Oui, merci beaucoup Enola. Donc oui, Florence Malka. Donc je suis professeure de biotechnologie à l'école, dans un lycée technologique, le TSL, dans le 13e à Paris. Et je suis aussi formateur CPS à l'EAFC de Paris, même si on n'a pas encore ouvert enfin, les formations s'ouvrent à peine sur la question des CPS. Et puis, je suis porteur d'un projet CNR de développement des compétences psychosociales par la pédagogie du théâtre. Alors, on va commencer par juste un rappel rapide du déroulé de ce webinaire. Donc, je vais commencer par une introduction, donc présenter l'association l'Art des connaissances. Ainsi que jouer à débattre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, je vais vous faire une présentation sur comment préparer et animer un débat spécifiquement avec des jeunes. Puis Florence Malka vous présentera les compétences psychosociales, notamment celles qui sont mobilisées par les jeux à débattre. Et on pourra terminer avec un temps d'échange et de questions à la fin. Alors, tout d'abord, l'Art des connaissances, c'est une association de chercheurs et chercheuses qui souhaite développer le dialogue entre la science et la société avec trois dispositifs de médiation scientifique. Le premier a été apprenti-chercheur, donc c'est un binôme de collégiens et de lycéens qui, tout au long de l'année, au sein d'un laboratoire de recherche, mène un projet de science qui présente à la fin lors d'un congrès apprenti-chercheur. Ensuite, on a Bad Digital, donc c'est un média d'information aux mécanismes d'alcool et aux drogues, qui a un site internet, un compte Instagram et un LinkedIn. Et enfin, nous avons Jouer à débattre, donc c'est la mise à disposition de jeux de rôle pour débattre de questions de science et de société. Les objectifs de ces débats Jouer à débattre, c'est d'accompagner les jeunes par le jeu pour qu'ils puissent débattre, parce que souvent le jeu, en fait, est facilitateur de prise de parole lors des débats, ça facilite cette mise en place. Et le débat permet d'amener des questions contradictoires, nuancées et argumentées, donc permet de développer notamment l'esprit critique. Ces jeux à débattre, pardon, ils sont disponibles sur le site internet Jeux à débattre. Euh, sur le site, on peut retrouver différentes thématiques et ils sont clés en main. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez et gratuit. Vous pouvez imprimer de chez vous le guide animateur et les pièces de jeu. Il y a également aussi des ressources et des modules complémentaires pour aller plus loin après une séance de jeu à débattre. Actuellement, on a 6 thématiques pour 8 supports de jeux débat parce que la thématique de l'intelligence artificielle a 3 différents jeux sur les transports, la santé notamment. Ils sont tous différents, il y a une histoire toute différente, mais qui ont un même objectif, c'est d'amener les jeunes à réfléchir aux impacts et usages de la science ou des innovations technologiques sur la société, le quotidien, sous forme de jeux de rôle. Donc il y a, même s'ils sont tous différents, il y a majoritairement deux grands formats de jeux qui se retrouvent. Le premier, c'est, en gros, les jeunes, ils prennent le rôle d'un conseil. Euh, Ils sont dans un conseil de ville, etc. Il y a plusieurs solutions au vu d'une thématique. Par exemple, l'intelligence artificielle. Il y a différents groupes et ils doivent, chaque groupe, en fait, réfléchir à une solution et se mettre d'accord. Ils ont chaque groupe des intérêts différents, mais ils doivent se mettre d'accord, les 5 groupes différents, pour une solution. Et ensuite, on a un format différent qui est davantage un peu sous forme de procès où il y a une innovation et il y a 2 groupes, plus un groupe des jurés qui doivent débattre sur oui ou non, on veut cette innovation pour notre société. Souvent, il y a différents types de débats. Il y a les débats sur les controverses scientifiques, des débats philosophiques, et jouer à débattre se situe dans les débats de sciences et société. Donc, ça permet d'aborder des questions assez complexes, qui peuvent paraître complexes, de sciences et société, via un jeu de rôle, d'éveiller l'esprit critique, parce que les élèves et les jeunes, ils vont être mis dans un rôle qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre
dans la vraie vie. Donc, ils vont devoir formuler, avoir d'autres idées qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Ils prennent en compte différents points de vue. Et ça permet aussi d'intéresser aux sciences autrement. Et via le jeu, en fait, il y a une sorte de légitimité à prendre des décisions, à connaître ce jeu-là en parler des sciences. Ils arrivent à avoir une certaine légitimité à parler de sciences. Alors, on y arrive pour comment préparer un débat et animer. Majoritairement, il y a 5 temps pour un jeu à débattre. Donc, la préparation du jeu et ensuite, lors de la séance, il y a une partie introduction, une partie où les jeunes vont préparer leur argumentaire. Ensuite, il y a le débat et on termine avec une conclusion. Donc, vous pouvez voir que le temps de débat niveau temps, est aussi important que la préparation de l'argumentaire notamment. En amont d'un jeu à débattre, c'est important de commencer par prendre de connaissance l'histoire du jeu. Donc en fait, sur le site, vous pouvez avoir un guide animateur qui se présente comme ceci. Donc en fait, vous pouvez avoir tout est dit dessus. Donc le matériel dont vous avez besoin, en général, c'est juste les pièces de jeu à imprimer ou des fois un diaporama, un rétroprojecteur par exemple. Et dedans, vous verrez des suggestions d'animation, quels élèves, les jeunes, quel rôle ils ont, etc. Donc, c'est majoritairement assez guidé. Après, c'est bien quand même de s'informer sur le sujet du débat que vous allez animer. Pour ça, si vous souhaitez, sur le site, on a des ressources. Donc, sur chaque page de jeu, en fait, à la fin du site, vous avez des ressources qui sont actualisées tous les trimestres par une documentaliste avec chaque source, pardon, à différents niveaux de difficulté, avec différents types de médias. Donc, ça peut être des articles, des vidéos, mais également des podcasts. Et il y a également la mention du point de vue des sources. Donc, si c'est neutre, plutôt pour, plutôt contre, est-ce que ça peut être un article qui montre les débats par rapport à cet impact-là. Donc, ça permet en fait d'appréhender le sujet et de préparer l'introduction au débat. Donc, cette phase est assez importante pour ça. Si vous, Notamment si les élèves, par exemple, ont un manque d'inspiration, ça permet d'anticiper, par exemple, des sujets qui sont peut-être chauds, etc. Et ensuite, c'est important de poser un cadre, de réfléchir là-dessus, qui permet le débat, notamment géographiquement, de sortir d'un cadre scolaire et d'initier une mise en scène, de mettre en avant vraiment la situation fictive du jeu, pour qu'ils soient vraiment beaucoup plus impliqués dedans et qu'ils prennent davantage leur rôle à cœur, qui prennent leur rôle. Ça permet d'initier la créativité, de favoriser la confiance en soi. Et en tant qu'animateur ou animatrice, c'est important d'appréhender, de se préparer dans une posture assez soutenante et structurante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est annoncer les règles d'un débat globalement, mais aussi les règles de la situation fictive du jeu, vraiment pour cadrer ça. Le rôle principal que vous aurez, c'est vraiment de s'appuyer sur ce que disent les jeunes pour recentrer le débat, rebondir là-dessus, euh, restreindre les règles. Par exemple, si vous voyez que restreindre les règles, donc ça veut dire quand il y a beaucoup d'arguments, de peut-être en limiter plusieurs au regard du temps, etc. Mais c'est important de garder une posture assez neutre et de ne pas guider le débat. C'est les élèves qui mènent la réflexion et c'est important d'anticiper que des personnes peuvent être très timides, pas à l'aise à l'idée de prendre la parole en public. Le débat n'est pas forcément un exercice facile pour les jeunes. Par exemple, actuellement, je mène un mémoire justement pour voir si le jeu à débattre permet aux élèves d'être beaucoup plus à l'aise. Et j'ai mené des questionnaires et j'ai remarqué que souvent, les jeunes ont peur en fait du regard des autres, pas forcément par rapport à l'animateur ou l'animatrice, mais par rapport aux autres jeunes en fait. Ils ont souvent peur du regard des autres. Donc c'est important de s'en souvenir et d'être attentif là-dessus. Ensuite, lors du début du jeu à débattre, c'est important avant de les lancer dans l'argumentaire, d'introduire le sujet.
Donc, être sûr qu'ils comprennent en fait ce que c'est que la thématique, par exemple l'intelligence artificielle. C'est sympa de leur poser des questions sans les mettre en difficulté, parce que s'ils se sentent en difficulté, ça peut réfréner leur créativité et leur légitimité à la suite pour préparer l'argumentaire. Ça peut être bien de poser des questions en relation avec leur quotidien pour les mettre en confiance. Et ensuite, c'est très important d'annoncer vraiment le cadre de jeu, d'expliquer la situation, d'expliquer les rôles de chacun et être sûr qu'ils ont tous compris leur rôle lors du débat, qu'est-ce qu'ils devront faire, etc. Et ensuite, vous allez mettre les jeunes en groupe. C'est pour l'argumentaire. C'est bien en général. Ça dépend du cadre où vous êtes. Si vous êtes professeur et que vous animez dans une classe, là, vous connaissez les élèves. Ou si vous êtes dans un cas où vous êtes médiateur, médiatrice et que vous ne connaissez pas les élèves, c'est important de mixer les groupes en fonction des gars et des filles, mais également d'essayer d'appréhender, de voir s'il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, c'est important de mixer les groupes, mais pas non plus de les mettre mal à l'aise avec des personnes que vous pensez que ça ne peut pas trop le faire. Ensuite, une fois qu'ils sont mis en groupe, c'est important, s'ils ne se connaissent pas, de leur laisser le temps de se présenter. Ils seront ensuite plus à l'aise pour partager leurs arguments. Un temps pour prendre connaissance de leur rôle et des ressources, parce que avec le jeu, il y a différentes pièces de jeu avec des ressources pour les aider à préparer un argumentaire, en fait. Donc, c'est bien de leur laisser un temps. Puis ensuite, de passer dans les groupes, c'est très important pour vérifier s'ils ont bien tous compris les consignes, leur rôle et les ressources. Le plus important, vraiment, c'est d'installer un climat de confiance, repérer les personnes qui sont plus ou moins mal à l'aise à l'idée de parler en public. C'est important de rappeler, par exemple, qu'ils peuvent prendre la parole en groupe et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui doit parler. Ils sont souvent beaucoup moins stressés à l'idée de savoir qu'ils vont être ensemble, ils vont parler ensemble, le groupe va parler ensemble et ils sont beaucoup moins stressés en général et beaucoup plus à l'aise. Et ensuite vient le temps de débat. Donc, les missions un peu de l'animatrice, globalement, c'est de gérer le temps de parole. Pour commencer un débat, souvent, ce qui est bien, c'est que chaque groupe, en fait, vous pouvez commencer par leur poser une question. OK, quel est votre avis sur telle ou telle solution? Et de lever la main, ce qui fait que visuellement, ils pourront savoir tel ou tel groupe, leur situation, leurs avis. Qu'ils puissent voir quel groupe partage le même avis ou autre contraire et contre. Et vous pouvez commencer par demander à un groupe de présenter leur argumentaire et de faire rebondir d'autres groupes que vous avez du coup vus visuellement qui pourraient être contre ou pour et de faire ça. Ensuite, c'est important de synthétiser, reformuler les idées qui ont été faites par les élèves. Soit vous le faites vous-même, soit ils peuvent, eux, vous pouvez demander aux jeunes de reformuler les idées qui sont faites. Ça permet de maintenir l'attention notamment. Et pour finir, c'est important d'être attentif aux personnes en retrait. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, c'est pas grave parce que peut-être qu'ils ont parlé déjà beaucoup lors de la présentation de l'argumentaire. Il n'y a pas besoin de les afficher ou autre s'ils ne parlent pas, c'est pas grave. Par contre, il faut faire aussi attention aux personnes, aux jeunes qui ont une aisance à parler et certains jeunes peuvent monopoliser la parole. Alors c'est très bien, notamment pour commencer un jeu à débattre, mais un débat, pardon. Mais c'est important aussi certaines personnes en fait qui oseront moins prendre la parole au vu de quelqu'un qui monopolise le débat, on aura encore moins envie. Donc on peut essayer d'interroger d'autres personnes que vous voyez qui pourraient être à l'aise. Voilà, c'est intéressant de vraiment distribuer la parole à tous. Et ensuite, une fois que le débat soit fini, c'est très important de laisser un temps de conclusion de minimum 10 minutes, mais le mieux c'est 15-20 minutes, pour revenir en fait, comme ils sont dans une situation fictive, de revenir dans le réel. Donc,
revenir sur la thématique propre au débat, donc l'humain augmenté, l'intelligence artificielle, par exemple, leur demander si ils étaient en dehors de ce débat-là, est-ce qu'ils auraient fait les mêmes choix en tant que eux plutôt qu'en tant que rôle. C'est important de voir ça. Et aussi revenir sur les mécanismes du débat en tant que tel. Donc, quel type d'arguments ils ont mobilisé. Si c'est plus, s'ils ont fait appel à des témoignages, des émotions, ou plus sur des faits scientifiques, des chiffres. Et de revenir un peu sur la communication morale. Qu'est-ce qui a plus convaincu euh, telle ou telle personne? Est-ce que c'est plus parce qu'ils ont fait appel aux émotions, à des faits, etc. Et c'est important de revenir avec eux sur ça, sur comment convaincre. Est-ce que quelqu'un vous a convaincu plus parce qu'il avait une bonne posture, il parlait fort ou autre, même si ce qu'il disait en soi était pas forcément très convaincu en tant que tel, les faits ou autres. Ça permet en fait de... Enfin, c'est important de revenir avec eux justement sur les compétences psychosociales que je vais laisser Florence Malka en parler. Voilà, moi j'ai fini ma petite présentation sur l'animation d'un débat et je laisse la parole à Florence. Merci beaucoup, Elona. Bon, Enola, tu as déjà donné pas mal d'informations. Donc, l'idée, c'était d'essayer de vous montrer un petit peu comment le dispositif ludopédagogique joué à débattre peut être exploité pour mobiliser les compétences psychosociales des élèves. Et avant cela, il faut que je vous rappelle que a été publiée une instruction interministérielle le 19 août 2022 qui fixe comme objectif en fait que qu'en 2037, on ait formé la première génération de bacheliers aux compétences psychosociales développées. Ce qui veut dire qu'actuellement, la DGESCO est en train de mettre en place, elle a développé, d'ailleurs, peut-être vous en avez entendu parler, mais dans le cadre du plan phare de lutte contre le harcèlement scolaire, elle a développé, elle a construit 2 volumes de ce qu'ils appellent le kit empathie. Et en réalité, si vous regardez de près, ce kit, c'est une série d'activités qui permet de développer la très grande majorité des compétences psychosociales qui sont affichées devant vous, donc ils sont en train de le déployer dans le premier degré. Et l'idée, c'est potentiellement que le jouet à débattre pourrait prolonger les actions qui sont conduites dans le premier degré pour justement renforcer et entretenir les compétences psychosociales chez les jeunes écoliers qui deviendront de futurs collégiens et lycéens. Donc, peut-être juste dans un premier temps, vous présenter rapidement ce que sont les compétences psychosociales. Donc, ici, vous est présenté, alors si on l'a défini, en fait, c'est l'ensemble des aptitudes et des capacités que développe un individu pour maintenir un bien-être, un état de bien-être psychique et qui lui permettent d'adopter des comportements positifs et adaptés dans sa relation aux autres, à sa culture et à son environnement. Donc ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS avait proposé une première classification des CPS, donc c'est le sigle que je vais utiliser pour parler de compétences psychosociales. Et Santé publique France a révisé cette classification très récemment. Donc voilà la dernière classification qui a été publiée par Santé publique France. Donc vous avez 3 grandes familles de compétences psychosociales, 2 familles qui sont des compétences intrapersonnelles, les cognitifs qui sont liés aux activités mentales et les émotionnels qui sont liés au processus affectif. Et vous avez une 3e famille de compétences sociales qui sont interpersonnelles, qui sont liées à nos comportements et ce sont elles qui sont mises en jeu dans notre relation aux autres. Mais on sait que pour que des compétences sociales se développent chez les individus, il faut préalablement qu'aient été développées tout ou partie des compétences cognitives et émotionnelles intrapersonnelles, puisque les compétences sociales se construisent sur les compétences cognitives et émotionnelles. Donc après, ces familles se déclinent en compétences générales et puis ensuite en compétences spécifiques. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ces compétences spécifiques quand je vais vous présenter, vous montrer dans les différents temps de jeu du jouet à débattre quelles compétences sont mobilisées. Alors, ce qui est important, en fait, si vous décidez d'utiliser le jouet à débattre pour développer les compétences psychosociales, si vraiment vous voulez faire un focus sur les compétences psychosociales, c'est vraiment de faire en sorte que les élèves comprennent
d'entrée de jeu que vous allez travailler avec eux leurs compétences psychosociales et quelles compétences psychosociales ils vont être amenés à mobiliser au cours du jeu. L'idée, c'est que si on leur dit, voilà, à tel endroit, à telle phase du jeu, tu vas travailler telle compétence psychosociale, au moment où ils sont dans l'activité, que vos élèves puissent conscientiser le fait qu'ils sont en train de mobiliser ces compétences psychosociales. Donc ça, fixer les objectifs en amont, jouer à débattre, c'est très important. Alors si on regarde à quelle phase du jeu, alors vous savez que donc Enola vous a présenté deux formats de jeu, le format procès, où elle a parlé de compétition, mais en réalité, il y a vraiment tout un travail de coopération dans cette modalité de jeu. Et après, il y a le format numéro 2, l'espace consensus. Donc là, sur le format numéro 1, qui est le procès, vous avez donc toute une phase de préparation des plaidoiries par l'accusation et la défense, et puis les jurés qui vont aussi réfléchir à des questions. Et dans toute cette préparation de jeu, qui est vraiment une phase où on travaille la coopération, eh bien, vous pouvez travailler l'ensemble de ces compétences psychosociales ici. Donc, 2 compétences cognitives. D'abord la pensée critique, puisqu'ils vont développer des argumentaires à partir de ressources. Donc, on travaille l'esprit critique. Et puis ensuite, ils vont devoir trouver un consensus pour construire un argumentaire commun. Donc, prendre des décisions constructives et résoudre des problèmes de façon créative, c'est lorsqu'ils vont alimenter l'argumentaire en apportant des connaissances, en s'appuyant sur leur culture personnelle. Donc voilà pour la capacité à résoudre des problèmes de façon créative. Donc ça, ce sont les compétences cognitives, je dirais créativité, esprit critique, qui vont être mobilisées au cours de cette phase-là. Et au niveau des compétences sociales, eh bien, du coup, développer des relations constructives, c'est-à-dire coopérer, et résoudre des difficultés, c'est-à-dire parvenir à trouver un consensus en cas de désaccord. Voilà. Donc là, c'est sur cette phase-là de préparation des plaidoiries et de l'argumentaire. Vous avez l'ensemble de ces CPS spécifiques qui sont travaillés. Ensuite, dans le temps 2, c'est une présentation de l'argumentaire. Donc évidemment, ce sont des temps de prise de parole en continu. Et donc là, typiquement, sur ces temps-là, eh bien, ils vont apprendre à communiquer de façon constructive. Communiquer de façon efficace, c'est mobiliser toutes les compétences orales, langage corporel, prosodie, maîtriser la langue française, la structure du discours, faire preuve de conviction, etc. Et puis, apprendre à gérer. Alors, il y a une compétence émotionnelle qui est travaillée, c'est apprendre à gérer son stress. Puisqu'on se met à nu, on s'expose au regard des autres, d'accord? Donc, on est en situation de stress et donc du coup, ça mobilise cette compétence-là. Voilà. Une fois que l'accusation et la défense ont présenté leurs différents arguments, il y a une phase de débat en interaction avec les jurés. Les jurés vont poser des questions pour challenger la défense, l'accusation, challenger un peu leurs argumentaires, trouver les failles, voilà, mettre à mal les deux parties. Et là, on va de nouveau mobiliser un certain nombre de compétences psychosociales qui ont déjà été mobilisées lors de la phase de construction des plaidoiries. Donc, l'esprit critique, évidemment, communiquer de façon constructive, résoudre des difficultés parce que les jurés vont venir challenger la défense et l'accusation. Donc, voilà. Donc, du coup, mettre en difficulté ou mettre à mal les argumentaires, c'est ça un peu l'idée. Et puis, réguler les émotions parce que c'est... Voilà, là, il y a ce temps-là un peu de compétition où il y a un rapport de force qui s'installe et comment on gère l'envie de rentrer dedans quand voilà, quelqu'un vous met en défaut, etc. Il faut gérer les impulsions. Et nous, on a déjà eu des situations de classe où on a des élèves qui ont claqué la porte de la salle à l'issue du procès. Donc, quand ils peuvent vraiment se prendre au jeu, et il faut qu'ils soient capables de réguler leurs émotions ici. Voilà. Et puis après, il y a les dernières phases. Quand le jury délibère, on se retrouve dans la même situation que la phase de construction des plaidoiries. Et quand le jury rend son verdict, là aussi, chaque juré va prendre la parole. Et là, on se trouve un petit peu à mobiliser les compétences psychosociales du temps 2 quand l'accusation et la défense présentent ses arguments. Donc ça, c'est pour le format procès. Pour le format espace consensus, donc comme le jouet à débat de biologie de synthèse,
Eh bien, en fait, l'idée, c'est que les élèves sont organisés en groupes. Donc, biologie de synthèse, c'est une communauté d'agglomération. Chaque groupe représente une commune. Et comme Enola parlait de mise en scène, vous allez voir qu'en fait, nous, on utilise un petit outil qui ne coûte pas grand-chose et qui permet d'aider à la mise en scène et à théâtraliser un peu le jeu. Mais en tout cas, en fait, on va leur soumettre des propositions pour améliorer la vie des administrés. Et chaque commune doit réfléchir sur cette proposition, si elle souhaite adopter ou rejeter cette proposition en fonction de ses intérêts propres, personnels et des intérêts de la communauté d'agglomération. Donc, toute cette phase de concertation au sein de chaque groupe va mobiliser la pensée critique, puisque là, de nouveau, l'argumentaire va se bâtir sur des ressources. Et de nouveau, il va falloir qu'ils prennent des décisions de manière constructive, qu'ils fassent éventuellement appel à leur culture générale ou à leur imagination pour nourrir cet argumentaire. Et puis, évidemment, développer des relations constructives, coopérer, résoudre des difficultés, trouver un consensus. Donc là, on se retrouve à mobiliser des CPS dont je vous ai déjà parlé dans le temps de préparation des plaidoiries du format numéro 1 du jouet à débattre. Ensuite, dans le temps 2, chaque groupe va présenter ses arguments pour justifier s'il rejette ou s'il adopte la proposition. Et là, on est sur un temps de prise de parole en continu. Donc, on va travailler sur les compétences orales qui se regroupent dans la compétence, la CPS communiquer de façon constructive. Et puis, il faut évidemment gérer le stress lié à la prise de parole. Et après, il y a un débat intergroupe. Et dans le débat intergroupe, on remobilise les mêmes CPS que celles qui ont été mobilisées lors de la phase de construction de l'argumentaire. Mais il peut y avoir des débats un peu houleux. Donc, du coup, je rajoute cette compétence émotionnelle de savoir réguler ses émotions, de savoir les exprimer de manière constructive, etc. Voilà. Donc, et donc, juste pour la petite mise en scène, dans le temps numéro 2 de prise de parole en continu, on a acheté une écharpe bleu-blanc-rouge. Donc, chaque fois que l'élève prend la parole, il vient officiellement, on construit une petite tribune et il vient, il porte son écharpe et il présente ses arguments justifiant l'adoption ou le rejet de la proposition. Voilà. Et en fin de jeu, ce qui est très important, c'est que une fois l'activité passée, voilà, que vous avez animé exactement avec ce dont vous a parlé Nola, donc cette posture structurante, c'est-à-dire voilà, de vraiment quand même voilà, s'assurer que les élèves ont bien compris le cadre, de cadrer quand même l'activité, mais soutenante dans le sens où il faut être très encourageant, très bienveillant à l'égard des élèves. Et à la fin, du coup, une fois qu'on a passé cette phase d'animation, eh ben, c'est très important, comme le disait Enola, de faire un débriefing, un retour réflexif sur ce qui s'est passé. Sauf que là, évidemment, je vous propose le point de vue des CPS. Je ne vous propose pas le point de vue du contenu, mais vous pouvez faire un retour réflexif sur les CPS et un retour réflexif sur le contenu. Voilà. Et donc, si on fait un retour réflexif sur les CPS, ce qu'on propose aux élèves, c'est déjà de prendre un temps. On leur propose cette grille voilà, où on a rassemblé, on a fait une liste des compétences psychosociales qui nous paraissaient être le plus mobilisées dans les jouets à débattre. Et en fait, ils prennent ce temps-là pour eux, chacun, de s'auto-évaluer. Voilà. Comment ils se sont appréciés par rapport à leur capacité à être critique, à leur capacité à faire preuve d'imagination, à gérer du stress, à coopérer avec les camarades, etc. Et une fois qu'ils ont rempli cette grille, ben, on ouvre la discussion. Alors, comment vous avez vécu le jouet à débattre Qui pense, voilà, est-ce que vous avez, par rapport à la pensée critique, que pensez-vous de comment avez-vous apprécié votre capacité à la mobiliser? Voilà, donc chacun partage un petit peu avec l'ensemble des camarades comment il s'est auto-positionné par rapport à ses compétences. Et puis après, bon, en fonction de ce que les élèves vous disent, bah, vous pouvez rebondir. Et l'idée, c'est évidemment de leur donner éventuellement, s'ils ont ressenti des difficultés, de leur donner des clés pour avancer. Voilà, donc voilà comment le jouet à débattre peut être mobilisé pour développer les CPS. Alors, je n'en ai pas parlé, hein,
Ici, on a présenté un peu comment on peut travailler les CPS avec les élèves en utilisant le jeu à débattre. J'ai pas évoqué le pourquoi c'est important de développer les CPS des élèves, mais voilà, je laisse cette question ouverte pour le temps d'échange qui vient de suite. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Nous serons ravis d'y répondre. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'interrogeais sur le cadre dans lequel on peut utiliser les jeux à débattre. Donc, je vais peut-être me présenter. Je travaille à Nantes Université en tant que chargé de projet de médiation scientifique. Donc, on est amené à faire travailler, à mettre en relation des chercheurs avec des groupes scolaires, mais aussi avec du grand public. Et du coup, je me demandais si ce format-là était aussi adapté à du grand public en général, donc avec des publics familiaux, avec des mélanges adultes-enfants, ou juste avec des adultes. Est-ce que c'est adaptable à d'autres conditions qu'une classe ou un milieu scolaire? Merci. Je sais qui veut répondre. Moi, je peux répondre si tu veux, Ouais, Enola. vas-y, Camille. Bonjour, je suis une collègue d'Enola, chargée de projet Jouer à débattre également à l'Arbre des connaissances. Et alors, effectivement, notre premier public, ce sont plutôt des groupes classes dans un contexte scolaire, mais on a certaines adaptations du jeu dans des événements type Fête de la Science ou à l'université, à Nantes, notamment sur le Festival des Utopiales. La programmation de Jouer à débattre pour du grand public et notamment en bibliothèque pour un public familial, des parents, des enfants ou voilà, des gens qui se connaissent pas, enfin, des groupes en tout cas qui sont pas forcément des scolaires. Après, c'est vrai que la cible première reste des adolescents, plutôt avec des enseignants. Mais dans le cadre d'actions de médiation scientifique, on a des universités qui le proposent aux étudiants ou dans de l'événementiel. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonjour, alors merci pour la présentation et merci pour les jeux à débattre que je pratique régulièrement avec les personnes qui passent à la Nef des Sciences à Mulhouse, dont je suis le médiateur scientifique. J'avais une question vis-à-vis des jeux à débattre qui sont orientés en mode collaboratif et qui finissent avec un conseil municipal, comme par exemple celui sur la santé et l'IA. Je relève souvent des difficultés pour les élèves ou le public qui passe à vraiment s'identifier au groupe auquel ils sont censés s'identifier. Et au moment de faire la restitution en groupe, il va y avoir beaucoup d'arguments qui sont, on va dire, des arguments un peu globaux, qui ne sont pas vraiment identifiés au groupe. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils pour mettre les groupes dans la peau du groupe socioculturel auquel ils sont censés s'identifier. Voilà, merci. C'est une très bonne question. Enfin, surtout, ça veut dire qu'on a effectivement peut-être raté quelque chose au départ. C'est vrai que nous, pour le jeu sur l'intelligence artificielle, effectivement, les jeunes, enfin les joueurs sont amenés à représenter des habitants d'une grande ville. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, du coup, il y a 5 groupes d'habitants différents qui doivent se mettre d'accord. Et c'est vrai que c'est plutôt au début du jeu, quand ils vont découvrir leur groupe, se présenter aux autres, qu'on peut peut-être appuyer un peu la reformulation par le groupe de qui vous êtes, pour être sûr qu'ils l'ont bien compris et qui se l'approprient peut-être mieux. Je ne sais pas, Florence, si c'est une difficulté que toi, tu as eue avec des élèves. Oui, en fait, ouais, ça peut être ça. En fait, c'est une difficulté. Alors, je dirais que si on adopte un point de vue critique par rapport au jeu à débattre, c'est qu'en fait, il va mobiliser une multitude de compétences d'un seul coup. Donc, ça peut être un peu difficile. Et en fait, voilà, ils ont un peu tout à faire, s'approprier des ressources, développer un argumentaire, les présenter à l'oral, débattre, etc. Donc, en fait, c'est vraiment une question de temps. C'est pour ça que les temps de jeu qui sont donnés à titre indicatif, pour moi, il faut pas hésiter à rallonger la sauce, en fait. Justement pour qu'il y ait ce temps d'imprégnation. Je pense que c'est le manque de temps, enfin moi je le vois comme ça, c'est le manque de temps qui explique la difficulté d'appropriation parfois du jeu ou voilà.
En fait, il faut du temps. Et je pense même que sur un groupe classe, ça c'est ma réflexion personnelle, peut-être qu'il faut même travailler peut-être les argumentaires ou les règles du jeu en amont, mais je veux dire pas en amont, pas juste avant de déployer l'activité, mais peut-être une séance avant. Voilà. Voilà, pour pouvoir vraiment, pour que les joueurs puissent se poser en fait. Sinon, effectivement, ils peuvent manquer de temps pour s'approprier en fait Merci Florence. D'accord, Je me merci. présente. Je suis également coordinateur de la débat. Si je peux compléter un petit peu ta réponse, surtout quand c'est des Ouais. classes qu'on ne peut pas forcément voir plusieurs fois, je crois dans le cas des CSI, Ouais. des fois c'est pas évident que les classes reviennent à plusieurs reprises. J'aime bien aussi dans ces cas-là passer dans les groupes directement et leur demander où est-ce qu'ils en sont et au cours du dialogue leur poser des questions qui sont propres. Par exemple, ah vous êtes les seniors, ah ouais du coup ça comment ça se traduit pour vous, vous en pensez quoi, ah ouais mais vous êtes vieux, voire à caricaturer carrément le trait. Du coup, ben, vous êtes vieux, est-ce que vous arrivez à vous servir d'un téléphone? Est-ce que votre grand-père, vous pensez qu'il ferait vraiment ça? Ou au contraire, vous êtes commerçant, bon bah voilà, t'as ton business, t'as pas le temps, etc. Vraiment d'essayer de jouer le trade pour qu'il s'immerge dedans et qu'il crée de l'empathie avec le groupe. Et voilà, essayer de pousser l'immersion. Alors, c'est pas toujours évident, mais quand les groupes sont réceptifs, ça leur permet un peu des fois de se réorienter, quoi. C'est vrai que c'est souvent quelque chose que je fais, de passer dans les groupes pour essayer de caricaturer, de grossir le trait de chacun des groupes socioculturels. En l'occurrence, je trouve que les seniors, c'est justement un des groupes qui marche le mieux parce que on se représente assez bien papi-mamie pour les jeunes qui sont là. Mais sur le groupe des lointains le groupe des lointains et des technophiles, je sais plus, enfin, je les appelle souvent technophiles, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est vrai que là, il y a des difficultés parce que finalement, ça reste assez proche parfois de leur en mode de vie. Et donc, ils n'arrivent pas trop à grossir leurs propres traits. Mais je vois en tout cas l'idée d'y accorder plus de temps, de passer à l'avance et d'aller grossir le trait avec eux. Voilà. Merci en tout cas pour vos réponses. J'ai pas fait la mise en relation avec le grand oral. Mais voilà, simplement, au grand oral, il y a une phase d'exposé, donc communiquer de manière constructive et efficace. Et puis après, l'interaction avec le jury, elle implique de travailler, de mobiliser l'écoute empathique, et puis de coopérer avec le jury. Et puis on est mis en difficulté, donc il faut évidemment faire face à une situation d'adversité, gérer son stress. Donc en fait, le grand oral, pour moi, c'est l'épreuve du baccalauréat par définition qui mobilise les compétences psychosociales. C'est vraiment après, l'écrit, non. Enfin, l'écrit, elle aussi un peu l'esprit critique, la gestion du stress, mais elle est beaucoup. Les évaluations écrites, les épreuves écrites sont, à mon sens, beaucoup moins mobilisatrices des CPS que les épreuves orales. Si Florence, alors, non, excuse-moi, il y a une question de Pauline sur le chat. Alors, en ce qui concerne les débats joués à débattre, donc qui sont proposés par l'Arbre des connaissances, on est sur un public d'adolescents. Donc, on recommande plutôt à partir de 14-15 ans, la fin du collège. Après, là, dans votre question, vous dites des débats pour les enfants. Donc, je pense qu'on peut proposer des débats à partir de la maternelle. Il suffit d'adapter le sujet, mais les enfants peuvent avoir des grands débats très tôt. Mais avec Jouer à débattre, on va uniquement s'adresser aux adolescents. Parce qu'il est complexe. Après, on pourrait prendre une seule question du jouet à débattre, la simplifier énormément. Est-ce que vous êtes pour manger de la viande ou puis manger de viande rouge ou manger de la viande rouge en leur expliquant très simplement l'enjeu? Et après, ça impose une simplification assez drastique du jouet à débattre. Et nous, oui, voilà. Et c'est vrai qu'à l'Arbre des connaissances, on n'a pas cette expertise, mais il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent avec le public primaire dans les maternelles sur de la médiation scientifique aussi, sur le débat scientifique dès l'école, avec des débats très, très fournis. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite pour débattre avec des enfants. Merci pour votre question, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Enola d'avoir préparé et animé ce webinaire et à Florence pour cette contribution. On reste à votre disposition pour plus de renseignements sur Jouer à débattre. On est joignable sur le site jeudébat.com et
Pour ma part, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Florence. Camille. Merci, Sam. Merci, Enola. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite un très bel après-midi. Oui, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Ciao.